Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, voilà. Merci d'être venus. Et puis je voudrais remercier Patrick Chamazo d'être présent avec nous ce soir et la compagnie Loufried, qui est la compagnie d'Isabelle Fruleux, qui a mis en spectacle, qui a mis en scène Frères migrants de Patrick Chamazo. Bon, c'est pas Patrick Chamazo, c'est un écrivain qui vit en Martinique. Et c'est un écrivain américain. Enfin, il expliquera, mais je pense que c'est important, nous ici, comme ça, à Saint-Étienne, d'avoir ça dans notre esprit, qu'on est en dialogue avec un écrivain qui écrit en français, très bien, qui invente sa langue, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est pas tellement l'enjeu de ce soir, mais qui quand même écrit d'un lieu particulier qui est les Amériques. Voilà, pas l'Amérique, mais les Amériques. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Après ça, ce qu'on vous propose dans la soirée, c'est qu'il y a un petit échange avec Patrick sur Frères migrants. Il va nous expliquer ce qu'il y a dans le livre, ce qu'il a voulu faire, bien évidemment. Bon, je vais lui poser une ou deux questions. Ce que je propose après, c'est qu'il y a un dialogue entre vous et lui. C'est l'occasion de pouvoir discuter avec Patrick. Et puis, d'ici 3/4 d'heure, on laisse la scène à Isabelle Fruleux, à la compagnie Loufried, sur la mise en scène de Frères migrants. Alors moi, ce que je voulais dire en début, c'est que ce livre, il vient pas de maintenant. Enfin, de mon point de vue personnel, c'est un livre qui vient de très loin. Et je voudrais rappeler juste deux, trois choses qui ont, à mon avis, borné ce livre. La première chose, c'est un texte qui a été fait avec Édouard Glissant, qui s'appelle Le Mur, qui était une dénonciation, c'était sous Sarkozy, c'était une dénonciation du ministère de l'Identité nationale. C'est un texte magnifique, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, allez le lire, voilà. Il y a eu un deuxième texte, qui était un texte qui a été fait par Patrick sur un moment où on lui avait demandé, bon moi à l'époque j'animais une association culturelle à Lyon, qui s'appelait la Maison des Passages, et on avait fait une soirée... une soirée de solidarité plutôt aux Roms et aux Tziganes. Une fois de plus, quand Sarkozy avait eu son discours de Grenoble, qui était une injure complète aux populations nomades. Et Patrick avait fait un très très beau texte qui s'appelle Le droit à l'errance. Et je pense que là, il y a aussi des racines dans ce livre Frères migrants. On va retrouver ces racines-là. Et il y a une troisième racine qui est beaucoup plus récente, qui est un jour, il y avait un silence des intellectuels français sur les migrants. Il y a eu un silence très longtemps. Maintenant, voilà, les fenêtres s'ouvrent, les prises de parole. Et puis, voilà, on avait eu l'occasion de voir à Lampedusa l'arrivée des migrants, pour ceux qui pouvaient arriver. Tous n'arrivent pas. Pour ceux qui pouvaient arriver, et cette espèce, tout ça, ça se passait dans un silence. Et voilà, je sais que Patrick a reçu un coup de fil en disant, mais vous dites quelque chose, les intellectuels, quoi. Et il y a eu un très très beau texte sur Lampedusa. Qu'est-ce qu'on apprend des gouffres? C'est un texte magnifique, très bref, très court. On le trouve aussi sur Internet. Voilà. Ça, c'est les premières racines de ce livre, Frères migrants. Et bien évidemment, il y a une autre racine. Et là, on va revenir aux Amériques et on arrive à la traite négrière, bien évidemment. Aujourd'hui, la Méditerranée est un cimetière, l'Atlantique est un cimetière. Donc, on est maintenant dans des océans qui sont des cimetières. Voilà. Donc, Patrick, comment est né ce livre, au-delà de ce que je viens de dire, même avec ce que je viens de dire? Oui, merci à tous, merci de m'avoir invité. Oui, je pense que ce que tu dis est juste. Ce livre, il vient d'une préoccupation d'ensemble, il vient d'une poétique qui est celle d'Édouard Glissant, qui est la mienne depuis plusieurs années, où nous essayons de penser ce que Glissant a conceptualisé sous le terme de la relation. Ce qu'il appelle la relation, c'est qu'il a considéré très très vite, dans les années 50, au moment où les guerres de décolonisation commençaient, il était militant, il combattait les colonialistes, mais en même temps, il disait que le plus important pour les années qui viennent, c'est que avec le phénomène de la colonisation, on a une sorte de moteur de la mise en relation des cultures, des peuples et des civilisations. C'était pas la meilleure des relations, c'était du choc, de la violence, des génocides. Mais en tout cas, il s'est produit par ce biais-là une ultime mondialisation qui fait que l'élément le plus important qui allait se produire par la suite, selon lui, ça va être ce phénomène relationnel entre les cultures et les civilisations. Et surtout, le fait que ce phénomène relationnel, les cultures et les civilisations, allait éjecter les individus de l'emprise communautaire archaïque. C'est-à-dire qu'en général,
une communauté traditionnelle ou une identité traditionnelle telle qu'elle peut se définir, laissait une très très basse, un très bas niveau d'intensité à l'individuation, à l'individu. Il était pris véritablement dans ce qu'on peut appeler un corset symbolique. Mais ce qui va se produire avec le phénomène relationnel, le développement des contacts, le développement des technologies et surtout le développement du capitalisme, on aura véritablement une très très grande mobilité individuelle, c'est-à-dire une équation individuelle beaucoup plus importante que ce qu'elle était auparavant. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement à la fois un monde globalisé par la furie néolibérale et les hystéries financières, mais aussi globalisé par le fait que toute la technologie informatique et autres nous permet aujourd'hui, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve, d'être habité d'une certaine manière par le monde, de sentir le monde, de faire partie du monde, hein, beaucoup plus que quand on était dans les absolus identitaires précédents. Et tout ça, ça définit une poétique, et pour bien montrer ce qui se produisait dans la relation, il y avait bien sûr la mondialisation économique et toutes ces précarités, ces misères, cette transformation de la colonisation, d'autres formes de domination et de conquête. Glissant disait que ce phénomène relationnel créait quand même quelque chose qui était positif, qui fait que, et qu'il appelait la mondialité. Et cette mondialité est simplement le fait que nous avons, de manière plus ou moins obscure, de manière plus ou moins claire, de manière plus ou moins active, le fait que nous savons que le monde est véritablement notre champ d'expression. C'est le lieu dans lequel nous allons nous réaliser. Nous savons que notre langue est en présence de toutes les autres langues, les langues du monde. Nous savons que les musiques sont en présence de toutes les musiques. Enfin bon, tout ce qui constituait des absolus culturels se retrouve en interrétroaction avec une infinité de possibles, et ça crée, accompagné en plus par le développement de l'urbanisation, ça crée véritablement un espace relationnel extrêmement intense et un imaginaire qui est différent, un imaginaire où l'individu, quel que soit l'endroit où il échappe un peu à l'emprise communautaire, au corset symbolique archaïque, et il est précipité dans une perception plus ou moins claire, plus ou moins obscure de la totalité du monde. Et à partir de là, toutes ces idées-là nous permettaient bien sûr d'analyser les réalités américaines, les réalités caribéennes, de comprendre mieux, de comprendre le jazz. Enfin bon, c'est vraiment une clé de lecture intéressante. Et cette clé de lecture, il m'a paru intéressant de l'appliquer aux migrants. Alors, quand on lit ce livre, pas quand on le feuillette, moi j'ai trouvé trois champs qui me semblent être principaux. Il y a d'abord une très violente et très légitime dénonciation du libéralisme et du néolibéralisme. C'est très violent parfois, hein, voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et donc la question, c'est un peu comment migration et politique néolibérale. Le deuxième champ, c'est des tentatives de réponse. Ne soyons pas complètement désarmés par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Tu as commencé à en parler sur la question de la relation. Moi, j'y reviendrai aussi sur l'errance. Tu dis l'errance oriente nos changements d'imaginaire. Hein. Donc cette idée de est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas changer d'imaginaire? Et puis, il y a une fin, bien évidemment, hein, qui est la déclaration des poètes. On va l'entendre dans son intégralité tout à l'heure avec Isabelle. Patrick, il a fait de la poésie. Il voulait faire de la poésie, et puis il a dit un jour, maintenant, je ne sais pas faire de la poésie, mais il a une écriture très poétique. Et puis là, il a fait la déclaration des poètes par rapport aux migrants. C'est un texte magnifique, hein, qui nous emmène, qui nous transporte, comme la poésie, parfois, s'est transportée. Donc moi, je trouve ces trois champs, une véritable dénonciation du libéralisme. Comment on ne peut pas, si on parle de migration, il faut voir ce qu'est les politiques aujourd'hui auxquelles sont confrontés les migrants, mais auxquelles nous-mêmes nous sommes confrontés. Ces tentatives de trouver des chemins de réponse, hein, autour de l'errance, changement de nos imaginaires, autour de la relation, tu as commencé à le dire, mais dans le livre, c'est plus précis. C'est comment on passe du relationnel à la relation. Comment on ne confond pas les deux. Et puis ce champ poétique final. Oui, ça fait... tu as 2 minutes. Ça fait beaucoup de questions. Non, moi, ce que je dirais, c'est que lorsqu'on regarde le phénomène migratoire, il y a, à mon avis, 3 dimensions. Il y a une dimension humanitaire, il y a une dimension politique et, pour moi, il y a aussi une dimension poétique. Donc, en ce qui concerne la dimension humanitaire, elle est évidente. Hein, il y a une urgence et les associations comme SOS Méditerranée et beaucoup d'autres
personnes absolument admirables, se portent au-devant des migrants, les aident, répondent à l'urgence, ce que ne font pas les organisations étatiques et supranationales. Donc là, véritablement, il y a une urgence qu'il fallait dénoncer. L'autre dimension, c'est qu'il y a un problème politique. Quel est le problème politique ? C'est que tous les dispositifs juridiques qui existaient et qui définissaient les réfugiés, les ceci, les cela, enfin tout ce qu'on connaît comme charte de vie internationale, aujourd'hui est complètement, je dirais, désactivé face à ce phénomène-là, dans la mesure où tous les jours des personnes meurent, des dizaines de personnes meurent, et depuis que ça a commencé, personne n'a le compte exact des morts qui se sont produits en Méditerranée. Donc, en plein XXIe siècle, nous sommes en train tous d'assister, jour après jour, à la disparition de personnes et d'enfants, de femmes. Enfin, une catastrophe, une barbarie active, permanente, renouvelée, constante. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Dans quel siècle nous sommes ? Est-ce que nous sommes en train de revenir à des anciennetés ? Donc, on s'aperçoit qu'il y a véritablement un manque à l'échelle du monde d'une politique de l'hospitalité. Il y a véritablement une politique mondiale de l'hospitalité à redéfinir sur des bases complètement différentes. Et la question ne c'est pas sur quelle base nous pouvons envisager une politique mondiale de l'hospitalité. Donc ça, c'est la première question qui est posée. L'autre question, c'est que lorsque des gens meurent comme ça en masse sur le seuil d'un des grands espaces développés du monde, sinon le plus développé, une civilisation avec des splendeurs, avec des profondeurs, bien sûr avec une part d'ombre immense et une domination totale sur le monde, mais une civilisation qui est magnifique et en même temps responsable de presque tous les malheurs qui sont à l'origine des migrations. Lorsque quelque chose se fait comme ça et que ça continue en permanence, on se dit qu'il y a tout un imaginaire politique, c'est une conception du monde, une conception de la finalité des sociétés, une conception de l'individu qui s'est desséché, qui s'est épuisé, qui s'est comme avachi. Et à partir de là, on se dit, mais d'où vient cet imaginaire politique ? Et là, tout de suite, on tombe sur la question du néolibéralisme. Alors, c'est vrai que lorsqu'on considère les phénomènes de colonisation et l'ultime mondialisation, et qu'on a compris que non seulement dans le processus, dans le flux relationnel intense, dominé par l'Occident et aussi dominé par le néolibéralisme, l'individuation avait pris son essor, les individus reprenaient une sorte de mobilité culturelle, mobilité historique, mobilité linguistique, mobilité religieuse, toutes les mobilités étaient envisageables et se pratiquent encore. Lorsqu'on a compris ça, on se dit que ce qui s'est produit en examinant tout ça, c'est que cette éjection de l'individu, cette disponibilité très grande produite par l'individu, la seule force idéologique qui a été capable de la capter, de la chevaucher, ça a été le néolibéralisme, qui véritablement qui vient de la vieille philosophie libérale, qui a été tellement précieuse pour nous et pour nos libertés face aux atrocités communautaires quand elles existaient. Cette philosophie libérale a été transformée en système économique, et ce système économique libéral nous a transformés d'une certaine manière en consommateurs. Et le fait d'être transformé en consommateur, c'est-à-dire que tout le grand désir d'être qui habite tous les individus, lorsqu'on a envie de se réaliser, de vivre sa vie, d'accomplir d'une certaine manière sa vie, en général, ça se résume pour nous aujourd'hui par la consommation et par le pouvoir d'achat. Moi, je suis absolument effaré de voir les derniers chiffres de Black Friday, quand on voit comment les gens se battaient aujourd'hui, mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la totalité du monde aujourd'hui se précipite comme ça, de manière massive, violente, agressive, hystérique, sur de la consommation. Donc, tout l'individu aujourd'hui voit remplacer son grand désir d'être par son pouvoir d'achat et surtout par l'acte compulsif de consommer, etc. Et ça, c'est pas anodin, parce que ça provoque une sorte d'effondrement de ce qui constitue la brique fondamentale de la démocratie, c'est-à-dire un effondrement spirituel, mental, identitaire, culturel, sensible, psychique de l'individu. Et lorsque vous avez cette défaillance au niveau de chaque individu, que les politiques, plutôt que de s'occuper de l'individu, s'occupent
de grands, de grands mouvements, de grandes dynamiques liées à l'organisation du marché, qu'est-ce qui se produit? C'est que la démocratie elle-même s'épuise. La démocratie elle-même bafouille. La démocratie elle-même devient erratique. Et ça nous donne Trump et ça nous donne toutes les catastrophes que nous voyons un peu partout, ce basculement vers les logiques dictatoriales, ce basculement vers les logiques sécuritaires et surtout cette capacité pour le grande république, de grande démocratie, à admettre que tous les jours, des gens meurent, des gens meurent, des gens meurent, et que ça ne pose pas de problème. Donc on voit que c'est pas... On peut considérer le phénomène migratoire en soi comme une dimension humanitaire, mais lorsqu'on se pose le problème de savoir d'où ça vient, on tombe immédiatement sur le néolibéralisme et puis cette hystérie financière qui d'une certaine manière, est en train de transformer non seulement les grands océans en cimetières, mais aussi pratiquement le monde entier en une sorte de retour aux féodalités. Moi, je suis assez frappé de voir aujourd'hui qu'on est exactement presque dans une situation féodale avec des seigneurs et des serfs, et que pratiquement très peu d'individus concentrent presque l'essentiel de la richesse de la planète dans leurs mains. Ils accumulent des sommes qui sont absolument impensables, qui sont indécentes, et ce qu'ils gagnent en un mois, ils ne pourront jamais le dépenser dans toute leur vie. Donc on est dans une logique absurde qu'il fallait dénoncer. Donc ce n'est pas anodin que de laisser une idéologie qui est en train de triompher bien comprendre qu'elle est en train de transformer chaque individu en un consommateur, c'est-à-dire comme un sous-humain, non seulement avec une précarité généralisée, mais véritablement avec des effondrements qui sont extrêmement profonds et qui créent, avec le développement des réseaux sociaux, qui crée cette espèce de démocratie complètement folle, complètement hystérique, complètement erratique, tous ces surgissements complètement irrationnels qui nous donnent aujourd'hui, à chaque élection, de grandes surfroides et de grandes déceptions. Donc tout ça, c'est véritablement lié. Et enfin, la dernière dimension, c'est la dimension poétique. Moi, je suis très, très, très ému et très impressionné par le travail que font SOS Méditerranée, toutes ces organisations, toutes ces associations. Moi, je ne suis pas de nature militante, mais je suis toujours impressionné par ceux qui agissent sur le terrain et je sais à quel point c'est important. Mais en même temps, comme je suis un écrivain, je me pose toujours la question, mais quel est le rôle de la littérature? Que peut la littérature? Que peut la poésie? Que peuvent les artistes? Est-ce que nous avons quelque chose à dire? Et c'est vrai que le néolibéralisme a singulièrement privilégié la parole des économistes, et puis autour des économistes, des sociologues, enfin, des juristes. Les juristes ont pris une importance absolument grande. Tout le système symbolique des communautés anciennes a été remplacé par des systèmes juridiques qui organisent non seulement des zones franches, mais qui d'une certaine manière cautionnent et organisent aussi toute l'avancée du néolibéralisme. On a tendance à oublier qu'il y a une connaissance artistique qui existe. Alors, comment définir cette connaissance artistique? Quel est le rôle du poète? Quel est le rôle? Ce sont des questions qui me préoccupent énormément. Et j'ai toujours été très prudent par rapport à ça, avec beaucoup d'humilité par rapport à ceux qui agissent sur le terrain et qui se portent au-devant des difficultés. J'ai toujours considéré quand même que lorsqu'on a un dessèchement de l'imaginaire politique, il faut véritablement une sorte de réanimation. Et cette réanimation se fait sur des bases poétiques. Et c'est là qu'intervient la connaissance artistique des choses, parce que la connaissance artistique, c'est toujours ce qui, d'une certaine manière, dans un réel qui s'est figé, dans un ordre esthétique ou dans un ordre politique ou un ordre social qui s'est cristallisé, le surgissement poétique, c'est-à-dire le surgissement de la beauté, a toujours dégagé des lignes de fuite. Quand une beauté survient, c'est-à-dire un grand peintre, un grand écrivain, un grand musicien, toutes les formes de l'art ont toujours produit des surgissements de beauté. Et ces surgissements de beauté fracassent d'une certaine manière l'horizon dans lequel nous étions d'une certaine manière sidérés et nous offrent des possibilités, des possibles qui apparaissent. Et quand les possibles apparaissent, qu'est-ce qui se passe? Il y a le moteur de l'action qui se remet en marche. Et c'est ça qu'il faut bien considérer, c'est que pour changer profondément l'imaginaire politique, ça c'est une des tâches que nous avons à faire, nous avons besoin des surgissements de la beauté, donc nous avons besoin de la connaissance poétique et de la connaissance artistique. Et ce texte est un peu pour ça. Non pas donner des recettes, non pas d'abord
témoigner une émotion, déclencher des images, déclencher des tressaillements. Et je suis très content qu'une grande artiste comme Isabelle Fruleux ait compris cette idée et qu'elle tienne à dire le texte, mais pas simplement le dire. Quand je dis aux gens, il faut l'écouter, il faut programmer ça, ils ont l'impression qu'on va lire un texte quelconque. Non, il s'agit véritablement d'une incarnation d'une activité langagière laquelle vise la mobilisation de la totalité de la perception. Pas simplement quelque chose de rationnel exercé auprès de gens pour les convaincre qu'il faut aider les migrants, etc., mais véritablement une saisie de la totalité des perceptions pour déclencher des images, des couleurs, des chaleurs, des émotions, des indignations, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de poétique humaine, des désirs de solidarité, des transformations de cette masse migrante en quelque chose qui s'articule, quelque chose qui s'incarne. Et c'est important que tous ces musiciens aussi fassent la même chose. Il y a le discours que va tenir Isabelle, mais il y a aussi ce que vont faire avec l'harmonica et avec la contrebasse et tous ceux qui travaillent autour d'elle. Il y a véritablement je dirais, une esthétisation du phénomène migratoire. Et cette esthétisation, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui nous permet de redonner de la chair, de redonner de l'humanité, de réveiller en nous ce qui s'était endormi et qui s'accommodait de l'inacceptable. C'est par là que ça passe. C'est par cette émotion esthétique-là que nous pouvons réveiller les imaginaires et créer une nouvelle conception politique. J'ai une dernière question, puis après je vous tendrai le micro. Je dis à la fin de Frères migrants, il y a la déclaration des poètes. Et est-ce que tu n'es pas allé chercher dans les racines du Mali quelque chose qui ressemble à la déclaration des poètes, qui s'appelle à l'époque la déclaration des chasseurs? Ça date de l'année 1200, je crois, qui est une formidable déclaration des droits de l'homme, finalement, avant toutes les autres. Hein. Et est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il n'y a pas de liens? Ah, bien sûr, il y a un lien. Moi, j'adore ça s'appelle la charte du Manden. Ce sont les chasseurs maliens, à l'époque extrêmement reculée, qui est importante parce que très souvent, dans le discours concernant l'esclavage, la traite des nègres vers les Amériques et ce qui s'est produit en colonisation africaine, on nous dit les empires et les royaumes africains ont vendu leurs fils, ce qui est vrai d'une certaine manière, puisque les prisonniers de guerre, ça faisait partie des guerres tribales. Mais c'est vrai que l'intervention occidentale a entraîné la systématisation de guerres qui n'avaient même plus la confrontation d'absolu symbolique, mais qui était simplement agi par le fait qu'on pouvait vendre aux Blancs et puis récupérer des trucs. Donc, en tout, ça entraîne une catastrophe absolument incroyable qui va désorganiser les royaumes africains. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup de gens en Afrique se sont immédiatement opposés à la question de l'esclavage. Et la charte du Manden fait partie de ces protestations qui ont été élevées par une caste des chasseurs avec une prosodie qui me paraît absolument admirable et qui nous montre est-ce que aussi... les poètes sont des chasseurs, finalement? D'une certaine manière, parce que la caste des chasseurs était inscrite dans une zone intermédiaire entre le prosaïque, c'est-à-dire nourrir, chasser, alimenter, et tout l'univers symbolique. C'est-à-dire que ces castes étaient inscrites dans leur fonctionnement, dans leur rituel, dans leur comportement, leur rapport à la nature, qui était presque un rapport écologique d'une certaine manière. Ils étaient proches je dirais, du tressaillement chamanique. Et le poète vient directement de la tradition chamanique. La tradition chamanique, c'est simplement cette tentative de l'esprit humain confronté à l'inconnaissable du monde d'organiser le monde. La parole chamanique, la parole sorcière, la pensée magique réorganise, ordonne au réel et organise autour de l'esprit humain une petite bulle fonctionnelle qui lui permet, avec des absolus, des vérités autoproclamées, et les castes de chasseurs étaient d'une certaine manière des artistes de la chasse. Il n'y avait pas simplement un aspect prosaïque, il y avait un aspect poétique qui était lié à toute une cosmogonie, et c'est presque naturel qu'à un moment donné, ils soient sensibles au fait que l'on puisse déclarer que toute vie est une vie, que toutes les vies se valent, et qu'il est important de ne pas porter atteinte à la vie. Un vieux texte comme ça, une vieille parole comme ça, un truc aussi élémentaire. Toute vie est une vie et qu'il est important de ne pas porter atteinte à une vie. Il suffit de l'appliquer à ce que nous vivons aujourd'hui et on voit à quel point le néolibéralisme nous a précipités dans une forme de barbarie.
Merci Patrick. Ce que je propose, c'est peut-être 3-4 questions, et puis après ça, on va écouter la parole de Patrick, mis en scène avec le travail d'Isabelle Fruleux et de ses musiciens. Bon, je lance l'échange. La dernière formule que tu as prononcée, toute vie est une vie, me fait penser à la crise des années 75-80, l'accueil des migrants du Sud-Est asiatique, et on voit un Jean-Paul Sartre épuisé, en fin de vie, qui est mis en scène médiatiquement avec Raymond Aron, un peu sommé de dire, bon, ok, les régimes communistes que je soutenais ont commis un crime, mais je suis prêt là à aller au-delà des crises idéologiques pour poser cet acte qui est celui de la vie, fondamentalement, et j'accepte d'être humilié publiquement pour atteindre ce principe de l'au-delà. Et je trouve qu'il y a un glissement à travers Jean-Paul Sartre, dans ce moment-là, la dimension humanitaire très forte qui est encore nôtre aujourd'hui prend corps. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous... Enfin, si ça peut résonner avec ce que tu viens de nous dire. Oui, moi je pense que toute la question est de savoir quel est le rôle de la philosophie, mais aussi, bon, moi je suis plutôt un artiste, je ne suis pas un intellectuel, donc je fonctionne avec du sensible, avec des organismes sensibles qui touchent la perception et qui entraînent d'une certaine manière un possible pour l'action. Je pense que c'est comme ça que je peux définir. Et on peut dire que chaque fois qu'on a une expression artistique, elle est directement liée au vivant, à ce que le vivant a de plus noble, de plus créatif, de plus, je dirais, de plus exaltant. Parce que ce qui véritablement fait la nature de l'être humain, c'est que le temps de vie qui lui est donné est un temps de vie qu'il lui faut épuiser, en tout cas vivre au maximum. Et vivre au maximum, ça veut dire être créatif, créateur de soi, créateur du monde, créateur de la vie, etc., créateur de dynamique sociale. Enfin, il y a une activité créatrice qui caractérise profondément l'être humain. Et toute l'activité qui s'était déployée autour de cette dynamique créative s'appelait le travail. Mais le travail, c'était une constellation d'activités diverses qui permettaient à un individu à la fois de se nourrir, de se protéger de ceci, et en même temps de nourrir des éléments comme la solidarité, l'amitié, l'amour, enfin bon, tout ce qui fait le poétique humain. Et cette dimension vivante, elle est liée directement à la création. Donc chaque fois que l'on a un combat important à mener, il est important de considérer que tant que ce combat n'a pas sa dynamique esthétisante, c'est-à-dire ce qui la met directement du côté de ce que la vie a de plus précieux, il manque une pièce à la chose. Et c'est ça qu'il faut, sur lesquels moi j'aimerais bien alerter. Le néolibéralisme a tendance à rejeter l'expression artistique, à en faire une marchandise, quelque chose que l'on vend, que l'on achète, que l'on met aux enchères, et qui vient un peu en bordure de l'existence et en bordure des nécessités les plus cruciales, qui seraient purement des nécessités économiques. Et ça, il faut refuser ça. Si nous avons des migrants une approche purement humanitaire qui est absolument nécessaire, vitale et importante, nous n'épuisons pas le problème. Si nous avons une approche purement politique, et il faudra l'avoir pour qu'il y ait une politique mondiale de l'hospitalité, et que chaque nation définisse très rapidement, un peu comme on fait pour un plan climat, que chaque nation définisse ses dispositifs d'hospitalité, c'est-à-dire une lecture du monde et des migrations dans le monde qui soit complètement différente. C'est important, mais ça ne suffira pas. Il manquera la dimension poétique. Et la dimension poétique, c'est simplement la question de se dire, mais dans quel monde nous voulons vivre? Dans quelle société? Quels sont les principes? Quelle est l'éthique? Quelles sont les dynamiques les plus essentielles que nous exigeons pour notre cadre de vie, pour nous-mêmes et pour nos enfants? Si on ne répond pas à ça, la politique ne vient pas. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que le poétique précède toujours le politique et nourrit le politique. Chaque fois qu'on a un épuisement du politique, c'est qu'on a un épuisement du poétique. Et ce texte, je l'espère, et c'est pourquoi je l'ai conçu de telle manière qu'il puisse être empoigné
par des comédiennes comme Isabelle Fruleux, par des musiciens, par des chorégraphes, par des danseurs, que ça rejoigne tous les beaux documentaires qui sont en train de se faire. Cette dimension-là est importante parce que ça redonne de la vie. Chaque fois que l'art intervient, c'est le vivant qui d'une certaine manière, est admis et signalé. Bonsoir. C'est la première fois quand j'ai lu ce livre que je vous lisais. Et alors, je m'y suis repris à 2 fois. Et c'était superbe. Ça m'a vraiment fait poser beaucoup de questions. Et du coup, en m'intéressant plus à votre œuvre, et on m'a soufflé plusieurs ouvrages, plusieurs textes. On m'a parlé d'une notion que je vous demanderais peut-être d'expliquer, c'est la créolisation. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça et quel lien, est-ce qu'il y a un lien avec la migration, et si oui, lequel? Oui, c'est assez particulier. Avant que tu répondes, tu n'as pas un quart d'heure pour répondre, d'accord? C'est sûr que lorsqu'il a fallu, nous, au moment des décolonisations, nous décoloniser, nous, Martinique, Guadeloupe, toute la Caraïbe, c'était toutes les nations colonialistes occidentales avaient empoigné les îles, tout l'archipel, et puis en plus, c'était jeté sur le continent américain. Mais lorsqu'il a fallu nous entrer dans notre décolonisation, ce que faisaient les autres pays colonisés ne fonctionnait pas pour nous. Alors, ce qui se passait dans les autres pays colonisés, c'est qu'il y avait toujours un avant la colonisation. Il y avait toujours un atavisme, une langue, une religion, des traditions, des ancêtres, des absolus qui remontaient dans la nuit des temps. Toutes les communautés humaines se racontent des histoires et se créent comme ça un espace culturel avec des traditions très anciennes, une cosmogonie, un mythe fondateur, une histoire, etc., etc. Et ça crée des absolus identitaires, ma langue, mon Dieu, ma peau, mes ancêtres, enfin bon, chacun fonctionne avec ça. Et ceux qui voulaient se libérer de la domination occidentale ont rameuté tout ce qu'il y avait avant l'arrivée des colons. Et c'était d'autant plus important que l'action colonisatrice, c'est-à-dire le principe du colon c'était de faire de l'identité une arme, c'est-à-dire ma civilisation, ma langue, ma peau, mon Dieu sont les meilleurs, sont les plus justes, on va vous christianiser, on va vous civiliser, c'est ça la logique. Et ils ont avancé une sorte d'absolu identitaire et qui a provoqué une contre-réaction identitaire du côté des colonisés, et c'est pourquoi on a été embêté jusqu'à aujourd'hui par ces pulsions identitaires qui essayent toujours de s'opposer à ce qui vient de l'extérieur et qui est différent. Cette pulsion-là travaille encore la totalité du monde. Mais quand on regarde du côté des Antilles, c'était pas possible parce qu'il n'y a pas de cosmogonie une. Il y a les cosmogonies des Amérindiens, des colons qui sont aussi américains, qui se sont implantés, et cosmogonie de toutes les ethnies africaines qui sont venues, et par la suite toutes les immigrations. Toutes les cosmogonies, toute la cosmogonie, pareil pour les mythes fondateurs, pareil pour l'histoire. Il y a l'histoire de la colonisation sans laquelle on ne peut pas comprendre la Caraïbe, les Amériques, et sans laquelle on ne peut pas comprendre le diaz, mais on ne peut pas comprendre le diaz non plus sans l'histoire de l'Afrique et de la traite négrière, etc., etc. Donc il y a une complexité mosaïque, une rencontre absolument massive, brutale et accélérée de plusieurs peuples, de plusieurs civilisations, de plusieurs langues, de plusieurs conceptions du monde. C'est ce qu'on appelle la créolisation. Et ce phénomène de créolisation signale, une fois qu'on a exploré la créolisation qui s'est faite dans les Amériques, on s'aperçoit que la colonisation, d'une manière générale, a déclenché des phénomènes de créolisation, mais avec une intensité beaucoup plus grande qu'auparavant. Il n'existe pas de civilisation ou de culture qui ne soit pas un lieu de rencontre, mais ça se faisait sur des plages temporelles très lentes, etc. Alors que dans l'espace de la colonisation, on a eu un choc brutal, massif et accéléré qui a provoqué une mutation de la totalité du monde. Et la totalité du monde est entrée dans un processus de créolisation immédiat avec cette dynamique qui est l'invariant, au-delà des particularités de chaque zone, la relation, les flux relationnels qui vont libérer les individus et vont créer dans les imaginaires à la fois collectifs et individuels une vision, un petit dessin un peu nébuleux d'une totalité monde qui nous permettait d'échapper aux absolus. Et c'est là que l'idée de créolisation, amenant à celle de la relation, elle-même amenant à celle de la mondialité, nous permet aujourd'hui de penser les choses autrement pour organiser, pas la résistance, parce que je crois que résister ne suffit pas, mais penser un monde que les néolibéraux ne peuvent pas imaginer. Merci.
Merci beaucoup pour votre propos très global, hein. C'est vrai que dans ce cycle, il y a eu plein de focus sur différents aspects de ce volet migratoire. Et là, vous avez un regard total en articulant tout ça. Ma question est, vous dites, le poétique doit précéder le politique. On parlait de Sartre, on parlait de tout le mouvement autour de la créolisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir quand même une oreille auprès des politiques sur ces questions-là? Non, mais ça m'importe peu. Moi, je pense que il y a une vieille engeance politique qui est en train de mourir, qui est desséchée. C'est-à-dire que vouloir refaire une Europe relationnelle avec les gens toute la bureaucratie qui s'installe, je pense que c'est très difficile. Donc, il y a de nouveaux politiciens qu'il nous faut. Ce qu'il faut, il est important pour nous, c'est susciter l'apparition de nouvelles imaginaires politiques, c'est-à-dire une nouvelle génération politique. C'est surtout ça qui est important. Alors, si des politiques déjà en place peuvent entendre, tant mieux. Moi, je suis assez ouvert à la question, mais mon but aujourd'hui, c'est de déclencher dans l'esprit du grand public et dans les lieux comme ça où on se pose un certain nombre de questions, déclencher la stimulation ou le tressaillement artistique, le surgissement de choses qui sont de l'ordre de la compassion, de la fraternité, du lien à l'autre. Enfin bon, on change le décor, on ouvre brusquement non pas un nouvel horizon, mais un tressaillement d'images différentes qui vont susciter chez je ne sais qui une manière d'agir, une volonté d'agir, mais sur des bases qui ne soient pas des bases du réel en vigueur avec le pendant économique, l'organisation, etc., etc. Donc il faut aller au-delà du réel actuel, et ça demande simplement que l'on puisse, dans les années qui viennent et très rapidement, constituer un nouvel imaginaire politique qui va nous donner de nouveaux politiciens. Je crois que c'est le plus important. Mais ça peut aller très vite, hein, vous savez, ça peut aller très très vite. Là, on a eu un grand renouvellement, entre guillemets, politique en France, mais c'est sur des bases complètement creuses, lamentables, libérales. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais en même temps, on peut voir que toute une classe, tout un imaginaire ancien peut être balayé par un surgissement. Le problème, c'est que le surgissement, il est d'essence purement économique et libéral, alors qu'on peut avoir un surgissement d'essence relationnelle. Et ça peut très très rapidement balayer toute l'Europe et balayer pratiquement tous les pays d'Afrique. Quand vous voyez le président Macron se rendre en Afrique, c'est toute l'ossature postcoloniale qui est encore là, qui fonctionne. On voit bien que ça règle toutes les relations. On est véritablement dans une momification des rapports entre l'Afrique et la France. Enfin, c'est absolument terrible. Il faut véritablement un grand, je dirais, un grand dégagisme. Quand même, hein, t'as osé le dire quand même. Pour nettoyer tout ça. Et ça passe par une transformation de l'imaginaire. Voilà. Et il faut faire appel aux artistes et aux poètes. Bientôt, on va faire appel. Une dernière question, voilà, et puis. Ce que vous venez de dire, moi, ça fait écho à Jean Rouch, à Pierre Rabhi actuellement. Et je trouve que justement le capitalisme a tellement cloisonné les choses qu'il y a des gens qui passent par des interstices pour dire. Donc il faut... Enfin, moi, je vous ai entendu. Voilà. Merci beaucoup. La dernière question, monsieur. C'est au niveau de l'imaginaire. Je vais citer 2 chiffres. L'univers dans lequel on vit a 13 milliards d'années. Mon existence représente 6/10 de seconde. Et j'ai aucun... C'est une donnée fondamentale et j'ai l'impression moi, je la découvre, mais elle n'est pas formalisée. Oui, voilà, c'est toute la question du sens de l'existence et du sens de la vie et de ce grand mystère qui représente le vivant. Hein, moi, je suis absolument pas fasciné par l'astrophysique. Hein, je regarde ça tout le temps et il faut bien comprendre que ce phénomène qui s'est déclenché sur la planète Terre, peut-être le seul endroit de tout l'univers où on a eu un certain surgissement,
Ce phénomène est aujourd'hui inscrit dans un vaste mystère, à la fois le plus grand mystère et le mystère le plus petit, dans l'infiniment petit, qui rejoint mystérieusement l'infiniment grand. Donc nous sommes confrontés à ce qu'on peut appeler un impensable. Mais quand on réfléchit bien, tout ce qu'a produit Homo sapiens pendant des décennies de pensée magique, de structures symboliques, de pensée philosophique, de prétentions scientifiques, etc., n'avait qu'un seul objectif, c'est confronter à l'impensable du réel, l'impensable de la vie, l'impensable de la mort. Et nous avons passé notre temps à mettre des paravents entre notre conscience émerveillée par l'existant et en même temps terrifiée par le fait qu'elle n'est pas en mesure de comprendre. Et l'autre élément, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui en attendant de nous confronter à l'impensable, qui est à mon avis le lieu de stimulation le plus important aujourd'hui pour la création esthétique. Un grand artiste aujourd'hui, un grand écrivain, un grand musicien, un grand chanteur, un grand comédien est confronté et se met debout pour créer aujourd'hui de manière la plus décisive et la plus déterminante en face de l'impensable. C'est une stimulation la plus totale de tout ce que nous pouvons imaginer parce que ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et ça stimule toutes les créativités possibles. C'est ce qui s'est produit pour Homo sapiens, c'est ce que nous pouvons renouveler. Donc, l'objet esthétique le plus déterminant aujourd'hui, c'est une confrontation directe à l'impensable. Après cela, restent nos petites vies. Nous avons une vie très brève, à laquelle nous avons passé beaucoup de temps à donner du sens. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut véritablement donner du sens à toute chose? Comment vivre debout? Comment espérer? Comment aimer? Comment se battre sans donner du sens à sa vie? Comment vivre sans tous ces paravents qui d'une certaine manière nous ont protégés, tous ces dieux, des démons, ces systèmes symboliques, ces systèmes de pensée, ces pensées de systèmes qui ont organisé le réel et pour nous mettre à l'abri dans une sorte de petite bulle, de petit cocon. Comment se débarrasser de tout ça et vivre notre vie d'une certaine manière sans lui donner le sens habituel, quoi. Et même comment différer la question du sens. Ouais, ce sont des questions qui sont très très importantes, mais qui sont stimulantes, parce que c'est avec elles, aujourd'hui, que nous sommes obligés d'essayer d'imaginer les nouvelles politiques mondiales, parce que là, nous passons à une échelle ultime, c'est que organiser la vie de la planète. Personne, aujourd'hui, ne peut se réfugier dans une langue, derrière des frontières, dans un territoire. Il y a une circulation incroyable, et le phénomène migratoire, c'est le signe qu'on est entré dans une ère qui est presque inarrêtable de migration, liée à la terreur, à la misère, au changement climatique, mais liée aussi à un imaginaire différent qui ouvre comme territoire possible la totalité de la planète. Et comment organiser ce nouvel espace, ne pas laisser à la pensée libérale le seul soin de penser le monde à notre place, mais le penser nous-mêmes, sur des bases qui soient totalement renouvelées et totalement nouvelles. Et la seule manière de renouveler son esthétique, de renouveler sa pensée et de renouveler sa créativité, de lui donner le tressaillement le plus profond, c'est de se mettre immédiatement en face de l'impensable. Et ça, c'est très très difficile de vivre en face de l'impensable. Et de continuer à se battre et à espérer. Je voudrais te remercier, Patrick, mais je propose qu'on laisse la parole à tes mots, mise en scène par Isabelle Fruleux et la compagnie Loufruit. L'Irak, la Syrie, l'Érythrée, l'Afghanistan, le Soudan, la Libye sont des artères ouvertes. Giclée d'un violet fixe, moirée d'un fond de forge. Ce qui saigne, c'est houles vives qui s'épanchent. Je parle de gens, je parle de personnes.